Bonjour à tous, ça va bien? Bon. Je vais vous dire quelque chose, j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire non parce que j'ai dit oui pour animer une conférence et je ne connaissais pas le sujet. Et les gens du CIDO m'ont dit « Technologie et humanité, l'heure des choix ». Waouh, sacré sujet. Puis je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas un petit peu prétentieux face à un tel sujet? Parce que est-ce qu'on a réellement cette réalité de choix lorsqu'on voit qu'une petite bête de 145 nanomètres a arrêté la moitié de l'humanité, a donné une valeur de 135 € à une unité de mesure, le kilomètre, lorsqu'on est en période de confinement, et qui nous a transformés tous en porte-serviettes bleues ou en schtroumpfs, je ne sais pas comment on peut s'appeler, dans cette période. Mais voilà, je crois qu'on ne changera pas. L'homme sera toujours homme, la femme sera toujours femme, et l'un comme l'autre ne pourront jamais s'empêcher de se poser des questions parce que c'est notre façon d'avancer. Technologie et humanité, l'heure des choix, c'est un vrai sujet de philo. Franchement, je ne connais pas d'autres pays dans le monde, et ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup voyagé, où on aborderait un sujet aussi vaste devant un parterre de techniciens et d'ingénieurs en élevant le débat au niveau de l'humanité. Non, on parlerait plutôt d'éthique, d'éco-responsabilité, de liberté, de travail, et j'en passe bien d'autres. Mais voilà, waouh, technologie et humanité. Et ça, c'est pas rien, hein, parce que quelle technologie, quelle humanité. Et cette conjonction, le « et » entre technologie et humanité, est-ce que ce n'est pas un « ou » caché? En fait, je m'abîme dans une profonde perplexité face à ce sujet. Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est de faire un choix entre, d'un côté, Aristote, Descartes, Rousseau, Kant et bien d'autres, et de l'autre côté, Marie Curie, Rudolf Diesel, Einstein, Bill Gates ou Elon Musk. Et ça, c'est franchement pas rien. Et tout cela en 1h30, là où un sujet comme celui-là aurait nécessité à minima 8 heures, bien pesées, à une jeune tête blonde de Normal Sup, pestant sur la façon d'aborder cette fameuse thèse, antithèse, synthèse. Heureusement, et ça je tiens à les remercier, les organisateurs du CIDO nous ont proposé un panel d'orateurs particulièrement judicieux. Et j'ai la joie, pour démarrer, d'accueillir pour cette première session Emeline Baume, première vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et des achats publics, et Juliette Jarry, vice-présidente déléguée au numérique à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, mesdames, la question en 5 minutes, quels sont les choix? Emeline, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord, merci aux organisateurs d'avoir pris ce risque collectivement d'organiser ce temps de rencontre en présentiel avec un peu de distanciel aussi. Merci de nous permettre d'intervenir en étant modeste et en tout cas donc, pour moi élue depuis plusieurs semaines, quelques mois comme vous le savez sur ce territoire. Avec un périmètre relativement large. Ma posture d'élu local, elle m'impose juste de vous exprimer ici ce qu'on a compris, de ce qu'on a partagé avec différentes personnes, que ce soit des organisations économiques et sociales, des chercheurs, des habitants, bref, comme on dit souvent, les parties prenantes d'un territoire. Je ne me permettrai en aucune manière de me poser en experte, celles et ceux qui me connaissent dans la vraie vie.
savent que je ne suis pas du tout de votre univers. Voilà, au départ, je fais des études scientifiques, mais dans le vivant, la biologie. Voilà. Alors, comme j'ai le rôle aussi d'élu en charge de l'économie, je pense que de la part du nouveau président de la métropole, Bruno Bernard, et de l'ensemble de l'exécutif, peut-être passer le message tout simple de nous sommes convaincus collectivement que l'Europe, la France et notre territoire, que ce soit la région, la métropole de Lyon, a un rôle à jouer dans ces questions-là, ce débat de société qui avant s'appelait un débat sciences-société. À mon époque, c'était ça, pour le sujet du bac, c'était plutôt sciences et société. Et atterrir plus concrètement sur ces questions d'IA. Pourquoi on a un rôle à jouer ? Parce qu'il se trouve que face à, pour faire simple, les blocs forts qui se positionnent sur les questions d'IA, il me semble que sur la question du respect des droits, du respect du vivant, du respect de l'humain, on a des choses à dire et on sait faire des choses. Et sur la question des formes de modèles économiques qui respectent le vivant et l'humain, on a déjà démontré, alors surtout pas moi, mais vous, tête pensante, et vous, entrepreneurs, vous avez déjà démontré des choses et nos gouvernements locaux, territoriaux, nationaux et européens feraient bien de s'en inspirer avant qu'on se fasse complètement aspirer par des géants. Pour moi, quand on parle technologie et plus précisément d'intelligence artificielle et d'humanité, je vois deux choses. Une chose qui ne vous étonnera pas de la part d'une élue écologiste d'un territoire, c'est se poser la question de en quoi ça s'inscrit, ça s'imbrique dans l'habitabilité de la planète, le respect du vivant. Là, c'est hyper pratico-pratique, c'est comment ces technologies, et plus précisément un outil tel que l'IA, participe, est une solution, en fait, tout simplement, que ce soit le deep learning ou l'IA symbolique, participe à la résolution de nos problèmes du moment qui ont été pointés dès le rapport du Club de Rome et qu'on se prend en pleine figure en ce moment. Voilà. Ça, vous n'êtes pas étonnés, il n'y a aucun souci. Juste, pour nous, c'est évident, le cadre, c'est l'habitabilité de la planète. Et dans le respect du vivant, il n'y a pas que la trajectoire bas carbone, il n'y a pas que la question de la biodiversité, il y a aussi le respect de la société, des liens qui font ce que nous sommes, notre capacité à agir et à être ensemble, à coopérer. Et du coup, moi, j'ai identifié 3 points essentiels, en tout cas qui parlent à une organisation territoriale comme la métropole de Lyon et que je voulais vous partager. Le premier point, c'est le respect des droits qui est lié à la mixité des données maintenant. C'est-à-dire que, de mon point de vue, les données publiques sont aspirées par certains et il y a un sujet sur les données privées. La crise que nous vivons à l'heure actuelle, je parle de l'impact Covid et une pandémie, nous rappelle à quel point l'approche de la santé globale est nécessaire et plus précisément les outils qu'on mobilise en termes de santé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des zones grises sur l'utilisation de nos données personnelles et pourtant on en a besoin. Et là, je pense, mais j'imagine qu'il y a de nombreux porteurs de solutions, en tout cas des juristes, des philosophes, des sociologues, des ethnologues, qui devraient un peu plus et un peu mieux éclairer la réglementation et peut-être écouter ce que vous avez à dire en tant qu'expert pour aller du bon côté et qu'on respecte les limites, les droits de chacun, tout en coopérant pour aller vers ce mieux collectif. La deuxième chose qui me semble essentielle, c'est la question de l'intelligibilité, c'est-à-dire la question de la transparence, du consentement éclairé et de la compréhension de ce qui se passe, et si je reprends l'exemple de la santé et des résultats. Pour moi, la transparence, c'est plus fort que l'éthique, mais j'imagine que le philosophe qui nous suivra peut-être évoquera ces points-là. Et il me semble que dans le débat public et dans les débats d'experts, en tout cas, ça ne revient pas si souvent que cela, cette question de la transparence. Et enfin, le dernier point qui est essentiel quand on se positionne en tant qu'élu local, porteur de la parole d'une collectivité très particulière, la métropole de Lyon, qui a aussi les services urbains, le social, le développement économique, c'est cette question du risque du glissement de la responsabilité collective vers l'individualisation. On a compris, on a vraiment de la chance,
On a compris par l'exercice qu'on a vécu dans le cadre du confinement et encore maintenant que seules les coopérations, les interdépendances, non pas vécues comme des faiblesses mais comme des opportunités, nous feront agir plus et mieux. Et le risque de la technologie et plus précisément de l'IA, c'est quand même de quitter cette zone de la responsabilité collective, de quitter cette zone aussi du commun, tout simplement, mais du commun où il y a une place, excusez-moi, mais je vais être hyper terre à terre, du service public, le service aux autres, mais aussi le service public des hommes, des femmes, qui utilisent des outils, si puissants soient-ils, mais qui soient là et qui garantissent ce service aux autres. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Je tiens encore à remercier toutes celles et ceux qui ont permis et qui permettent que ce temps d'échange ait lieu en présentiel pour nous. Et pour vous dire à quel point je ne suis pas experte, je vais assister à toute la conférence, parce que vous l'aurez compris, ça m'intéresse. Et je vous prie aussi d'accepter d'ores et déjà mes excuses si vous considérez que mon propos n'était pas suffisamment technicien, mais bien de ma modeste place d'élu local. Je vous remercie. Merci, Méline. Juliette. Bonjour à tous. Madame la vice-présidente, chère Emeline, bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Alors c'est un exercice un peu particulier, d'une part de parler avec un masque, d'autre part, cher André, de nous obliger à tenir 5 minutes sur ce sujet ô combien passionnant. Je tiens tout d'abord à vous dire à quel point je suis heureuse d'être là, parce que le SIDO a véritablement réussi à s'inscrire comme un événement marquant dans le paysage. Et effectivement, la pugnacité, la ténacité des organisateurs et organisatrices est vraiment quelque chose qui est à saluer, parce que je crois que dans un contexte mouvant, avoir des points de repère comme ce salon, c'est important. Alors quand j'ai lu le sujet de cette table ronde, j'ai pensé technologie et humanité à un sujet de philo que nous avons, pour ceux qui sont de ma génération, certainement eu, qui était « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », Rabelais. Alors on n'est pas tout à fait au XXIe siècle, c'est du XVIe siècle, donc c'est une question qui se pose quand même depuis un certain temps. Est-ce que la technologie va nous augmenter ? Est-ce qu'elle va nous permettre de faire mieux ? Est-ce qu'elle va nous permettre de faire plus vite ? Ou au contraire, est-ce qu'elle va nous asservir, voire nous remplacer ? Quelle place pour la relation humaine dans un monde technologique ? Est-ce qu'on communique mieux parce qu'on communique plus ? Est-ce que le fait d'avoir accès à autant d'informations et de données nous rend plus pertinents, nous rend plus savants ? Ou devenons-nous moins concentrés, moins aptes à mémoriser du fait de nos béquilles technologiques ? C'est un sujet qui est vaste et passionnant, ce sujet que vous avez ce matin. Et je voudrais partager avec vous une conviction qui est une conviction évidemment en tant que vice-présidente de région, mais surtout une conviction en tant que citoyenne, en tant que chef d'entreprise et en tant que maman de jeunes enfants. Je crois que nous avons un impératif pour que la technologie et l'humanité fonctionnent bien ensemble. Et cet impératif, il est de former et former. La technologie, elle est amorale, et non pas immorale, elle est amorale, c'est-à-dire que le concept même de moralité lui est étranger. La technologie, c'est ce qu'on en fait, et Bill Gates l'a dit bien avant moi. L'électricité, par exemple. L'électricité a changé nos vies nos vies quotidiennes de manière très positive. Elle a également servi à torturer ou à tuer. Donc la conviction que j'ai en tant qu'élu, que nous avons au niveau de l'exécutif de la région, c'est véritablement qu'il faut sensibiliser, former, accompagner. Et c'est notamment ce que nous avons porté à travers un projet qui est celui du campus numérique, qui est donc ouvert depuis 2017 et qui va se déplacer de Confluence sur l'ancien site de la région à Charbonnières, avec un très beau site, une réserve foncière de 11 hectares au milieu d'un terrain extrêmement verdoyant. L'idée, c'est sur ce lieu d'en faire un hub, à la fois un hub thématique, mais aussi un hub géographique, puisque au-delà du site de Charbonnières, ce sur quoi nous avons travaillé depuis 4 ans avec les équipes,
c'est de faire ce hub géographique, c'est-à-dire ce maillage de l'ensemble du territoire de notre région de 8 millions d'habitants, pour qu'on soit à Lyon, à Aurillac, à Aubenas ou à Chamonix, partout dans la région, on retrouve à la fois des formations au numérique et de manière générale au sujet technologique. Et on va du soudeur en fibre optique jusqu'aux spécialistes de l'intelligence artificielle, en passant par le codeur, en passant par le web designer, en passant par le rédacteur de contenu. Donc vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers du numérique. Sur le site de Charbonnières, mais aussi sur l'ensemble du territoire, nous avons travaillé à mettre en place des conseillers qui soient en proximité des entreprises parce que, et je le dis régulièrement, l'injonction à la transformation et à la transformation numérique n'a pas de sens. Une entreprise, une organisation ne va se transformer que parce qu'elle va en comprendre le sens, la valeur ajoutée pour elle, pour ses équipes, et elle va embarquer l'ensemble des personnes qui travaillent dessus. Donc nous avons travaillé depuis 4 ans avec toutes les organisations patronales, chambres consulaires, l'ENE, les pôles de compétitivité, les clusters, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, pour mailler tout notre territoire de conseillers qui seront sensibilisés notamment aux questions d'intelligence artificielle pour aller au plus près des entreprises, parce que souvent on pense à cette question d'intelligence artificielle pour des grands groupes, et je pense qu'elle doit au contraire aller infuser sur les territoires, dans l'ensemble des entreprises. Il faut se rappeler que notre tissu économique, c'est 98% de TPE et de PME, et que ces entreprises doivent avoir accès à l'ensemble de ces technologies. Et puis enfin, le troisième pilier de ce campus, c'est la question de l'industrie, une question qui est très importante, la question de l'innovation, notamment dans l'industrie. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir un tissu industriel, puisque notre région est la première région industrielle de France, qui soit compétitif? Alors on a beaucoup parlé ces derniers temps de relocalisation, et j'étais notamment la semaine dernière à Aurillac sur un événement qui s'appelle Ruralytique, où un des sujets de table ronde était comment est-ce qu'on relocalise grâce au numérique. On a beaucoup entendu parler pendant cette crise du Covid. Relocaliser, c'est très bien, mais ça reste un feu de paille si nos entreprises ne sont pas compétitives, si on fait juste une relocalisation pendant 6 mois, mais qu'on se rend compte, in fine, qu'à l'étranger, il se fait beaucoup moins cher, beaucoup mieux, etc. Donc comment, grâce au numérique, on arrive à avoir des productions industrielles qui soient non seulement compétitives, mais aussi propres, puisque cette question environnementale est une question qui va être évidemment au centre des réflexions dans les mois qui viennent. Donc sur le campus et sur l'ensemble du territoire, vous retrouverez ces 3 composantes, parce qu'encore une fois, notre conviction, c'est qu'il faut former, accompagner, sensibiliser, la question de la formation, la question de la transformation et la question de l'innovation. Je crois aussi, et je rebondirai sur ce que disait Emeline Baume, que la technologie, et notamment le numérique, peut être un formidable outil pour apporter à la fois plus de transparence, ce qui est, je crois, un impératif là aussi très fort, pour diminuer la dépense publique, et je crois que nous avons besoin de cette réflexion-là aussi, et puis pour améliorer les choix, et de ce point de vue-là, les données, quand elles sont bien utilisées, peuvent être véritablement des outils d'aide à la décision extrêmement pertinents. Donc la technologie au service des choix des humains pertinents. Je crois aussi que nous avons besoin d'avoir des citoyens qui soient plus que des consommateurs, qui soient véritablement éclairés dans leurs choix. Et c'est le dernier point que je souhaitais aborder avec vous. Nous avons un travail très important sur la question de l'orientation, et ça va faire sourire ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi depuis 4 ans. Nous avons besoin d'avoir des jeunes femmes sur ces métiers-là, nous avons besoin d'avoir des femmes sur ces métiers-là, parce que quelque part notre futur doit se penser de la manière la plus diverse possible. Donc cette variété, cette diversité, je vous encourage à la porter autour de vous. Très souvent, on a des parents qui ne se sentent pas forcément légitimes à conseiller ces métiers parce qu'ils ne les connaissent pas. Ce sont pourtant des métiers technologiques en lien avec le numérique qui sont à la fois extrêmement intéressants, avec des perspectives de carrière passionnantes, et sur lesquels nous avons impérativement, pas pour des questions statistiques, mais vraiment pour des enjeux sociétaux, besoin d'avoir des femmes et de la diversité de manière générale. Dernier point, donc pour vous dire que la région donc, est présente évidemment sur ce salon avec un stand. Vous pourrez découvrir 8 startups qui ont été sélectionnées et qui pourront vous faire
nous présenter leurs solutions, plus particulièrement sur la question de l'intelligence artificielle dans la santé et dans l'environnement, deux sujets qui, quand on parle de technologie et humanité, nous semblaient particulièrement pertinents. Voilà, je vous souhaite un excellent salon. Je suis sûre qu'il sera très profitable aux échanges malgré le contexte. Et encore félicitations aux organisateurs pour leur ténacité. Merci à vous. Merci. Le débat est déjà bien lancé, j'ai l'impression. Donc, je vais vous laisser rejoindre la salle. Et donc, je vais appeler Michel Puech, philosophe, Nicolas Leterrier, CTO de Schneider Electric, Vincent Calbeau, qui se prénomme Archibiotech. Voilà. Et puis, on devrait avoir en ligne Andra Kay, qui est la directrice de Silicon Valley Robotics. Je ne sais pas si Andra va apparaître à l'écran. On va voir avec la salle. Hello, Andra. How are you? Okay. So it's nearly 1:30 in California? That's right. Okay, so good luck for the conference. Stay alive. Okay, thank you. Je vais peut-être laisser tout de suite la parole à Michel. Je pense que les questions ont déjà été bien lancées par nos deux élus qui ont déjà bien enrichi le sujet. Michel, lorsqu'on a préparé cette conférence, m'a remué dans mes convictions, m'a fait bien réfléchir après que j'ai reposé le téléphone. Et j'espère qu'il fera pareil avec vous. Michel est quelqu'un d'assez décoiffant dans son approche. Michel, tu as la parole. Merci beaucoup. Et c'est pour 15 minutes, n'est-ce pas? Exactement. Donc, jusqu'à 40. Effectivement, il y a déjà eu un petit peu de philosophie. Technologie et humanité, c'est un sujet de philosophie. Normalement, on a 4 heures. Bon, là, j'ai 15 minutes. Je vais aller tout de suite au cœur du sujet. Ce qui pose problème dans ce sujet, technologie et humanité, l'heure des choix, pour moi, c'est pas qu'on ne le comprend pas, le sujet, c'est qu'on le comprend trop. On le comprend trop bien. Et on le comprend trop bien parce qu'on est toujours déjà, comme on dit en philo, on est toujours déjà dans ce que je vais appeler, et c'est ça le cœur du sujet, un préjugé ou un présupposé technophobe. Technophobe. Le contraire de technophile, je vais expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire. C'est un environnement général qu'on appelle, chez les sociologues, la société de défiance. Le contraire de la confiance. On est dans une société de défiance à tous les niveaux. Il y a un changement de système de valeurs. C'est ça mon objet de travail, c'est les systèmes de valeurs de la modernité. Il y a eu un changement de système de valeurs où ce qui était tenu pour acquis n'est plus du tout acquis, n'est plus du tout évident, n'est plus du tout partagé, et notamment le progrès. C'est avec ça qu'on aboutit à la technophobie et qu'on sort d'une époque qui était peut-être l'époque moderne ou l'époque industrielle ou quelque chose comme ça. C'est parce que le progrès, ça ne va plus de soi, on ne lui fait plus confiance. Et c'est ça le présupposé technophobe. Et alors, il n'y a pas de technophobe dans cette salle, on est tous technophiles, moi y compris, mais c'est pas de ça que je veux parler. Déjà, un technophobe, c'est pas quelqu'un qui est contre toutes les technologies, c'est quelqu'un qui voit prioritairement dans une technologie ses côtés négatifs. Il ne dit pas qu'il n'y a pas des côtés positifs, mais il priorise les côtés négatifs. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Le principe de précaution. Le principe de précaution vient de cette inspiration-là. Prioriser le négatif. Il y a des cas où on a raison de le faire, mais globalement, ça pose un problème que je vais essayer de décrire et de préciser. À quoi reconnaît-on un technophobe? Je vous donne Personne ne dit « je suis technophobe ». Mais justement, les gens disent « je ne suis pas technophobe, mais… ». C'est exactement comme quand les gens disent « je ne suis pas raciste, mais… ». Ça veut dire que ce sont des présupposés profonds, non volontaires, pas bien analysés. C'est pour ça qu'il y a du travail pour les philosophes, ce que j'essaie de faire pendant quelques minutes. Sur ce présupposé de la technophobie,
voir prioritairement ce qui peut nuire. Il nous donne l'explication technologie et humanité, comme André Montaud l'a dit tout à l'heure, nous entendons technologie ou humanité. C'est un problème qu'on appelle en philosophie le problème fromage ou dessert. En fait, on veut les deux, c'est évident. Pourquoi l'heure des choix? Donc, si je veux faire Candide, je dirais, je ne comprends pas le sujet. Quel choix? Mais on a toujours déjà choisi. On veut de la technologie, ben, évidemment, beaucoup. Et on veut l'humanité. Enfin, qui c'est qui ne veut pas l'humanité? Donc pourquoi il y a un problème? Et peut-être vous voyez ce que je vous disais au début, c'est étonnant qu'on comprenne ce sujet. Et on comprend ce sujet parce qu'on est déjà dans le présupposé technophobe. Et on y est même quand on n'en a pas conscience. Par exemple, j'observe ça, et j'ai même observé dans la discussion tout à l'heure en buvant un café, des parents qui discutent entre eux de leurs enfants. On dit, ça va, la santé, l'école, tout ça. Et à un moment, quelqu'un peut dire, et pour les écrans, vous faites comment? Et les écrans, il n'y a pas de problème. On présuppose qu'il y a un problème avec les écrans. Ça a un peu changé pendant l'enseignement à distance de la crise sanitaire Covid. Mais auparavant, je laisse de côté ça pour l'instant, les écrans, c'était d'abord un problème. On voyait d'abord le problème. On ne voit pas que grâce aux écrans, toute la culture du monde, toute la littérature classique, toute la peinture, toute la musique, tout est disponible gratuitement pour tout le monde. C'est quand même absolument incroyable, incroyable, extraordinaire. Je ne parle même pas de Google Maps ou des choses comme ça. Si on avait décrit ça à quelqu'un du 19e siècle, ben, il aurait été absolument fasciné. Donc comment se fait-il que, avec cet extraordinaire niveau de service des technologies, et surtout des technologies numériques, nous ayons encore quelque part dans notre inconscient, disons, ce préjugé technophobe? Je vais essayer de répondre à cette question. Premièrement, premier problème, comprendre pourquoi c'est faux. À quel point c'est faux, le préjugé technophobe, et à quel point technologie et humanité, il n'y a pas de choix à faire. Ça va ensemble depuis toujours, depuis le néolithique. Si nous sommes des humains, c'est à cause du néolithique. Le néolithique, c'est, après, je simplifie un tout petit peu, le feu, c'était avant, je sais, la taille de la pierre, faire des couteaux en silex, en bambou, etc. C'est des techniques. Le feu, c'est une technique. J'emploie technique et technologie comme équivalent, hein. C'est ce qui est en fait le cas aujourd'hui. Le feu, c'est une technique. Mais si on réfléchit un peu plus, la parole, parler, c'est une technique. C'est pas naturel, c'est très technique les langues. Si vous apprenez des langues étrangères, vous voyez à quel point c'est une technique. Il y a la technique de prononciation, puis il y a la technique de la syntaxe, etc. C'est très technique, les langues, c'est pas naturel. Et même marcher debout, c'est une technique. On l'a appris à marcher debout. Et ça a été pénible. L'humain qui marche debout, qui parle, et en plus de ça, qui sait faire du pain, du vin, c'est des techniques. Plein d'autres choses, qui a des vêtements, des ordinateurs, tout ce que vous voulez. Il est humain par ces techniques. Quelque chose qui ne marche pas debout, qui ne parle pas et qui ne sait même pas allumer un feu, c'est peut-être sympa, mais ce n'est pas un humain. C'est pas un humain. Donc technique, technologie et humanisation, c'est la même chose. C'est ce que moi j'appelle ça une coévolution. Nous les humains, nous avons évolué en faisant évoluer nos techniques. Depuis toujours, plutôt depuis le néolithique, depuis que nous sommes humains au sens moderne, et c'est encore le cas aujourd'hui. Nous sommes en coévolution avec nos techniques. Donc il n'y a surtout pas de choix à faire, il y a une synergie à comprendre dans laquelle l'essentiel c'est que l'humanisation se fait par la technique et que nous sommes, moi j'appelle ça l'homo sapiens technologicus. Une fois qu'on a dit c'est faux, le présupposé technophobe, il y a un meilleur problème. Problème numéro 2, c'est pourquoi, étant donné que c'est tellement faux, on le croit. Je vais vous proposer 2 raisons. Au minimum, ça vous transmettra des outils de réflexion que peut-être vous ne connaissez pas ou pas bien. Première raison, la complexité, pourquoi on croit à la technophobie comme préjugé. Première raison, la complexité de la loi de Kranzberg. Kranzberg,
K-R-A-N-Z-B-E-R-G. Vous trouverez très facilement grâce au numérique. La loi de Kranzberg, ça dit une technologie, et c'est mieux de rajouter en elle-même, n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Il ne faut pas oublier ni neutre. C'est là qu'il y a une bonne idée. Que veut dire ni neutre? D'abord, ni neutre, ça veut dire qu'elle modifie la situation. Et pas en étant bonne ou mauvaise, non. Elle modifie la situation. Quand on a des armes comme les couteaux ou les haches, ou les bombes nucléaires, quand on a des ordinateurs, quand on a Facebook, un monde dans lequel il y a ça, la bombe atomique ou Facebook, c'est un monde qui n'est pas le même, où on ne peut pas se comporter de la même manière, où l'humain a dû évoluer d'une manière différente que ce qu'il était dans un monde avant le feu, avant les armes tranchantes, avant les bombes atomiques, avant le numérique. C'est ça que ça veut dire ni neutre. Et philosophiquement, il y a une seule différence. On peut tout ramener. Ce qu'apporte la technique ou la technologie, c'est un potentiel. Et un potentiel, ça veut dire une puissance. Une puissance, c'est le même mot en latin. Une puissance de faire. Et puissance, c'est encore mieux en anglais. Power, ça veut dire aussi le pouvoir. Technique, technologie apporte potentiel, puissance, pouvoir. Et ça, ce n'est pas neutre dans la vie des humains. C'est contre, ce que je dis va contre une thèse qui a longtemps été défendue de la neutralité de la technique. La technique n'est pas neutre. Elle modifie la situation. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ça, c'est ennuyeux. Un couteau, c'est ni bon ni mauvais. Ça peut servir à beaucoup de choses utiles, ça sert presque tout le temps pour nous à des choses utiles, mais ça peut aussi servir à tuer son semblable. Alors peut-être qu'on a envie de dire, la bombe atomique, quand même, c'est mauvais. Ben, non, les experts, dès qu'on creuse un peu la question, on se dit non, c'est grâce à la bombe atomique qu'il n'y a pas eu de troisième guerre nucléaire, de troisième guerre mondiale. Et la bombe atomique, elle sert quand on ne s'en sert pas. C'est-à-dire, elle sert, c'est la théorie, en tout cas française, de la dissuasion, qui jusqu'à présent a fonctionné. Et je vous laisse faire ce type d'exercice. N'importe quelle technologie, en fait, elle est ni bonne ni mauvaise. Mais ça, à la limite, c'est facile, on le savait déjà. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas neutre? Et là, maintenant, je veux aller plus loin dans ma raison numéro 2. Donc, première raison pour laquelle il y a une technophobie ambiante, c'est que c'est très compliqué de chercher en quoi elle n'est pas neutre, en quoi la situation est modifiée, sans tomber dans le simplisme, c'est bon ou c'est mauvais. Le problème, c'est le simplisme. Hein. C'est de droite ou c'est de gauche. C'est un vrai croyant ou c'est un mécréant. Ce genre d'idéologie est catastrophique et appliqué aux écrans, aux technologies, etc. C'est la logique des gentils et des méchants. Et c'est ma seconde explication, la seconde raison du simplisme technophobique. C'est ce que je vais appeler la théorie du retournement, le scénario du retournement. Et ça appartient à ce qu'on appelle en philosophie aujourd'hui la narrativité. Nous, les humains, nous comprenons toujours en nous racontant des histoires, des récits. Par exemple, on dit l'électron tourne autour du noyau et à un moment, voilà, on raconte l'histoire de la vie de l'électron qui va émettre des photons, des choses comme ça. On raconte des histoires pour expliquer et pour comprendre, et les histoires les plus simples possibles. On a besoin de scénarios types avec des rôles types et des péripéties types. Et les rôles types les plus simples depuis toujours dans les cultures humaines, c'est les gentils, les bons, nous, et les méchants, les autres. Ce scénario, dès qu'on l'a, il marche bien. Et on tend à rester bloqué dans ce scénario-là. Mais il y en a un autre qui caractérise la modernité, c'est le scénario du retournement. C'est le scénario de peut-être presque tous les films. Et il fonctionne sur les gentils et les méchants. Quelque chose qui est bon, et peut-être même trop bon. À un moment, ça se retourne, et ça devient méchant. Vous avez ça dans Frankenstein, de Mary Shelley, donc ça fait longtemps, dans Asimov, et dans presque tous les films de science-fiction. On crée quelque chose, une intelligence artificielle ou des entités. Au-delà des références classiques, je pense à ce qui est aujourd'hui vraiment représentatif, la série Black Mirror et la série Westworld.
Et tous les scénarios sont pareils, Blade Runner, tout. Des choses qui sont bien, en fait, elles sont trop bien. Les technologies que nous, les humains, nous avons créées, elles sont trop bien et elles se retournent contre nous. Et ça, nous avons toujours déjà compris ce scénario. Je reprends mon histoire des écrans. Quand, au début d'un film, vous avez quelqu'un qui rentre dans son vaisseau spatial et une voix très douce, féminine, qui lui dit « Bonjour, capitaine, je suis l'intelligence artificielle qui a le contrôle total sur ce vaisseau. Tout est en ordre. » Eh bien, on est terrorisé parce qu'on se dit « C'est trop puissant, elle va se retourner contre lui. Méfie-toi, elle va se retourner contre toi. » On s'attend au scénario classique qui est le scénario du retournement. Et je voudrais citer, alors pardonnez-moi, ni Aristote ni Kant, mais les Guignols de l'info, pour les gens de ma génération. Il y avait la marionnette de Francis Cabrel, le chanteur, poète, philosophe Francis Cabrel, dans les Guignols de l'info, qui disait quelque chose de génial. On lui faisait dire « Le progrès, c'était mieux avant ». Et ça, c'est assez génial, parce qu'à toute époque, on peut dire « Le progrès, c'était mieux avant », mais là, maintenant, ça va trop loin. Et vous reconnaissez mon schéma? C'est ça le scénario du retournement. C'est que le progrès, jusque-là, ça allait bien, mais maintenant, ce nouveau réseau social, ce nouveau service, ce nouveau système, peu importe, ça va trop loin et c'est en train de se retourner contre nous. Et c'est pour ça que sur technologie et humanité, on serait à l'heure des choix, mais peut-être, c'est ce que j'ai essayé de dire, peut-être pas pour une bonne raison et qu'il y a du travail philosophique à faire derrière. Merci de votre attention. Merci Michel. Donc si je comprends bien, la conférence est terminée puisqu'il n'y a pas de choix à faire. On va passer maintenant la parole à Andra. Okay. Je ne sais pas si... Hello Andra. Hello. How is the life in California today or tonight? What about the fires and COVID there? It's very peaceful tonight, I have to say, and it's been a good week. The temperature has been a little better. Sadly, it looks like we're heading for another very, very hot weekend, and we see our climate as being very unpredictable these days. Okay. And what about your last meeting yesterday evening about bots and beers? Was the subject interesting? It was very good. We are talking a lot about some new technologies, many of which are being shared through open source means. And for me, this is very interesting because I think that open source is a paradigm that will allow a lot of perhaps democratization of robotics. So at one end of the scale, we have what is funded by the venture capitalists. And it is not always the robots that we're asking for as individuals. And I see an answer for that in the open source community. So we're talking a little bit at Bots and Beer about the democratization of technologies. It was very good. But I do miss being there in person. Okay, so it is a good introduction of your speech today, or tonight, sorry. And so the floor is for you, even if it is a virtual floor. Okay. Thank you very much. Bonjour, everyone. And thank you, Andre. It's a pleasure to talk to you today about a very important topic, technology and humanity. And as more robots roll out into the world, I know that this is something that is causing a lot of concern. But I believe that the best way to make sure that we build good robots is to build robots that are going to solve important problems. The world's biggest problems, in fact. Indeed, right now we have a fantastic opportunity to address the world's greatest global challenges.
And I'm sure everyone here is familiar with the United Nations Global Goals for Sustainable Development. This is one of the ways that I assess robotics technologies. And in my role as Managing Director of Silicon Valley Robotics, as a visiting scholar at the Citrus People and Robots Lab, and as a venture partner with the Robotics Hub, I have the privilege of seeing the world's most innovative robotics startups in very early stage. And while we've had 50 years of industrial robotics, primarily used in automotive construction, we are starting to see robots used in a much wider range of industries. And the industry that I am most excited about seeing robots in is agriculture. And agricultural robots will help us solve the first 3 of the UN Global Goals: eliminating poverty, preventing hunger, and increasing our global health and well-being. Now, you may have heard the phrase precision agriculture, but the truth is we really have lost the individualized agriculture that we practiced thousands of years ago in the past. Technological advancements over thousands of years have increased our agricultural productivity, but this has come at a cost. Civilization as we know it only exists because of our agricultural technologies. As our last speaker was saying, technologies from the wheel and the plow to domesticated animals and plant breeding. The 20th century saw the introduction of both the tractor and chemical fertilizers and pesticides. But in the process, we've adopted a form of agriculture called monoculture. I don't want to rewrite history. All of those technological improvements mean that the majority of the world's population can now do other jobs and not be forced to farm to survive. We now produce a surplus of food for the world. It's just not well distributed yet. And there are other problems with our monocultural agriculture. We are destroying our farming land, and we have much less farming land as the world's cities grow. We're plundering the world's fresh water supplies, and we're producing toxic byproducts from transportation through to pesticides and antibiotics in our food, in our water, and poisoning plants and animals. At the same time, farmers around the world are leaving the farm. They're getting old, the work is very hard, the profit margins for them are very, very small. And as we're seeing during this pandemic, global trade has been disrupted, as has the labor supply. Farmers need our help. Fortunately, robotics is finally the technology viable for real-world deployments, literally in the field. Due to advances in computer vision, in connectivity, in artificial intelligence, finally we can deliver real precision agriculture. Precision agriculture means treating each plant and animal individually, not flooding an entire field or poisoning an entire crop. Now we can reintroduce the original farming practices of polyculture and permaculture through technologies of artificial intelligence, the Internet of Things, ubiquitous connectivity, sensors, and robots that can augment human labor and autonomously take actions. Together, all of these advancements will allow us to adopt much better practices in agriculture. We still need farmers' insight, but farmers don't need to be in the mud every day doing back-breaking heavy labor. We can reduce our dependence on cheap labor sources while making farming a 21st century career. Swarm Farm, for example, is an Australian company introducing many small, lightweight robots that can be teleoperated over great distances. Of course, in Australia, the farms are pretty huge. Swarm Farm Robotics was developed by a farmer to solve the problems that he experiences on a daily basis. That's him holding the tablet that allows him to supervise several autonomous tractors performing a range of jobs.
Blue River Technology is a Silicon Valley pioneer in agricultural robotics, and it was recently acquired by John Deere. The agricultural giants are realizing that robots are finally a good return on investment. Blue River Technology's slogan is "Optimize every plant." And they can accurately identify the difference between lettuce, for example here, and weeds, even the difference between a healthy plant and a sick one, or plants that are too close together to do well. This allows farmers to optimize their crop yields. And because of the gains you can make, as our camera technologies improve and artificial intelligence improves, the investment into smart farm technologies is going to continue to provide good yields for farmers. Here's a new farm robot. RoboAg's Smart Core robot is doing soil samples for farmers. What's really great about it is that if you look closely, you can see that they're using an ordinary Bobcat tractor, which has been retrofitted for autonomous driving and digging up soil core samples. So in this instance, farmers might already have Bobcats on the farm, or at least they're commonly available and farmers are very familiar with them. We're seeing this trend towards retrofitting existing heavy equipment in other industries as well, in construction, for example. This is Burrow from Augean Robotics. It's an autonomous platform that can carry quite hefty loads. The Burrow can follow a designated worker using just computer vision, artificial intelligence, and precision GPS. Each burrow has an onboard modem and 12 cameras, and that means they can also safely navigate themselves up and down rows, or it can be sent back to base when it's fully loaded. Burrow enables 8 to 12 workers to produce 43% more boxes of fruit per day, meaning that it pays for itself in 30 days. Now imagine what a burrow might be capable of when it incorporates a robot arm, which will happen in the future. FarmWise is another Silicon Valley robotics company building an autonomous general platform, which will continue to grow in value as it incorporates more and more technologies that can do more and more tasks on the farm, all focused around high precision agriculture. FarmWise was one of the companies featured in our recent symposium, Open Problems for Robots in the Food Supply Chain. And the videos from that will be available on the Silicon Valley Robotics YouTube channel tomorrow. In fact, our symposium also featured Abundant Robotics, as you can see here, the apple picking robotics startup, and a number of other agricultural robotics startups that I'm talking about today. It's definitely a growing field, if you pardon the puns. Now, not only is Abundant Robotics tackling the problem of autonomous navigation up and down crop rows, but also the problem of identifying ripe fruits and picking them without harming or bruising the fruit. Now, this is an incredibly difficult challenge. The human hand is incredibly dexterous and sensitive, and it's impossible for us to achieve human level of skill with robots. But the soft robotics approach is a great strategy. Soft robots utilize silicon inflated pneumatically, and this provides a soft conformable gripping solution capable of even picking up eggs without breakage. Now, this technology has been known for some time, but we're finally reaching the right combination of advances in both vision and gripping and navigation that is required for agricultural robotics solutions. Farmers can meet robots halfway by architecting the way crops are grown, particularly tree fruits and delicate fruits. If you can train plants to grow along rows, espaliered, rather than in bunches, or to plant them above ground rather than down low, then you're optimizing for the technology, like you see with these robots from Tortuga AgTech. Now, I believe that Europe is probably further ahead than America in the way that farms are laid out, with greater adaptation to greenhouses and to small space farming. And the extension of this idea leads to the rise of indoor farming, with companies like Iron Ox, Robotany, Fifth Sense, InFarm,
Crop One, and Plenty, all bringing farming inside in ways that optimize for machine tending and handling. Both Kroger and Whole Foods are deploying this technology for leafy greens that can be grown in the store. And this technology is not solely for large companies or an expensive investment for farmers. FarmBot, which you can see here, is an open source robot solution. You can build it yourself, or you can buy it very affordably online. This is a passion project from a local roboticist who has adapted the technologies of 3D printers or CNC machines and moved it outside to raised garden beds. And this initiative is flourishing as the open source community supports robot gardening. Here's another open source project, Farm OS, Farm Operating System, which can help you manage much more than just the small plot of a FarmBot. It can help you manage multiple fields and be a management system for whole farms, including farms with livestock. It's amazing what happens when we translate our digital technologies into the real world. I was inspired in the 1990s by this project, Telegarden, from Ken Goldberg, who's leading the Citrus People and Robots Lab at the University of Berkeley, in fact, where I'm now a visiting scholar. Telegarden was the first real online community project, as people from around the world controlled the robot that planted seeds, watered plants, and weeded them in this online garden. And Ken has just launched a new version, AlphaGarden, which is exploring the use of artificial intelligence for polyculture. In fact, using one of the farm bots, because the real world is still complex, dynamic, and difficult to deal with. So we need a lot of research into artificial intelligence technologies and robotics to deal with real polyculture. And I want to round out this tour of agricultural robots with my favorite robot. It's actually a whole system of robots that you find on a dairy farm. Milking machines these days are sophisticated robots, but they're even more effective when they're combined with RFID-enabled tagged cows who can operate smart paddock gates, with food deploying robots to go alongside the rest of the robot system in the farm. In fact, these cows even have back scratching robots. Truly, cows are the most technologically advanced animal on this planet, more so than most of us. And we're starting to see robots in all sorts of places. This is a robot fish from Aqua AI, which is a startup that has gone from Silicon Valley to fish farms in Norway. And these robot fish allow farmers to monitor what's happening under the surface of the water. Indeed, these robot fish can get up close to the fish underwater and monitor the health of the fish farms. This is such an imaginative robotics startup, and I'm really looking forward to seeing more partnerships between farmers and technologists in the future. Because if we want to have good robots, then we need robots that will help us solve the world's greatest challenges. There is so much that robots can do, and I'm looking forward to seeing robots that help us solve problems like global hunger. Thank you very much. Thank you so much, Chandra. May I ask you just a question with a European point of view? Where are the humans in your robotics agriculture? They are providing the insight that farmers have, but they're no longer having to get up at 3 a.m. in the morning and work 7 days a week, every week of the year. They can work remotely. They can deploy
machinery to work at times when they can't be there, and they can augment human labor to do really backbreaking jobs that have really made farming a very, very difficult task. Most of the world has left the farm because they don't want to do that kind of work. So we need to help farmers, especially because farmers are an aging population. Most farmers around the world are reaching retirement age. Now, what can we do to keep them on the farm a little bit longer? Okay, thank you so much. It's 2 o'clock in the morning for you? Still alive? A little. Okay, so if you want to stay, no problem. If you want to go to bed, it's a pleasure to have you today in Lyon, and hope to see you in the near future with the Global Robotic Clusters meeting. Thank you so much, and I have enjoyed everything I've heard to date. I look forward to being at CEDA in person next time. Okay, thank you so much. Bye-bye, Andra. Bye. Nicolas, on revient en Europe ou on revient dans le monde avec Schneider Electric? Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on revienne sur Terre à un moment donné, ça serait pas mal. Donc, ouais, j'ai entendu beaucoup de choses, donc j'ai rien préparé de spécial justement pour essayer d'avoir un peu de fraîcheur dans l'histoire. Donc, j'ai entendu plein de trucs, j'ai entendu le monde d'après, le monde d'avant, la vraie vie, ce qui sous-entendrait, mon philosophe, qu'il y aurait une fausse vie. Donc, on nous aurait caché qu'il y aurait une vraie vie, une fausse vie, qu'on va tous mourir un jour, et quand on a un accident de voiture, c'est pas comme dans la PlayStation. C'est ça qui est assez étonnant. Et je pense qu'on a un peu oublié du sens commun, quelque part. C'est-à-dire qu'entre humanité et technologie, est-ce qu'il faut faire un choix? Je rappelle des gens qui étaient quand même, de mon sens, assez intelligents et assez précurseurs, comme Descartes, qui disaient l'intelligence est la chose la mieux répartie au monde, puisque tout le monde a l'impression d'en avoir assez. D'accord? Donc maintenant, on n'a plus l'impression d'en avoir assez, ce qui fait qu'on a inventé un truc qui est l'intelligence. Alors, j'aime pas l'intelligence artificielle, parce que ça n'a rien d'artificiel. C'est de l'intelligence augmentée. Parce qu'il y a eu des ingénieurs, des hommes et des femmes, et il n'y a pas assez de femmes dans l'ingénierie, c'est juste une certitude, voilà, qui ont créé un certain nombre d'algorithmes. Et un algorithme, c'est un truc, justement, qui n'a pas de philosophie, parce qu'il ne comprend pas la science, c'est bon ou c'est mauvais, c'est 0 ou c'est 1. Mais il n'y a pas de notion d'élément neutre à l'intérieur. Et je pense que tout ça, alors on a eu le science sans conscience, mais on a aussi le fait aujourd'hui d'avoir des gens qui ont beaucoup de certitudes et finalement assez peu de convictions. Et finalement, je préfère les gens qui ont beaucoup de convictions et peu de certitudes, parce que ça fait beaucoup plus avancer le système. Et le fait que, ok, on traverse une crise pandémique, est-ce que c'est vraiment ce qui doit nous amener dans ce monde d'après? Et pourquoi on n'a pas pris conscience que l'écologie, c'est important? Pourquoi une pandémie nous a amené le fait qu'on n'arriverait plus à vivre sur cette planète si on continue sur le train qu'on a aujourd'hui? Pourquoi en Californie, aujourd'hui, les mecs ne vivent plus? Il y a quand même eu 300 000 personnes qui ont été déportées parce qu'il y avait des incendies massifs. Pourquoi il y a des incendies massifs à un moment donné? Est-ce que c'est lié au fait qu'on n'entretient plus, qu'on n'a plus de culture, qu'on n'a plus les bonnes cultures? Je veux dire, quel est le problème qui va se poser derrière? Et en fait, on manque un peu de recul par rapport à ça, et je trouve qu'on a perdu un peu, alors à la fois le bon sens, alors peut-être le bon sens paysan, donc quand il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus de bon sens, mais aussi cette notion de réflexion et d'ordre de grandeur. Et ça, c'est un truc dans l'enseignement, on ne parle plus d'ordre de grandeur. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? J'arrête de prendre l'avion. Ok, j'arrête de prendre l'avion aujourd'hui, ça consomme combien? Un A350 par passager, 3 grammes de CO2 par kilomètre, c'est ce que dit Airbus. Un SUV, c'est 150 grammes de CO2. Donc aujourd'hui, je suis venu de Grenoble, je vais rentrer à Grenoble. Bon, j'ai une voiture hybride, heureusement, parce que je suis un peu conscient de ça, mais j'aurais pu atterrir en Islande avec un A350. Mais il y a des gens qui arrêtent de prendre l'avion. Et pourquoi cette notion d'ordre de grandeur a complètement disparu du sens commun, et on est incapable aujourd'hui d'avoir un raisonnement élaboré pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est neutre, et quand c'est neutre, et quand la réponse est c'est neutre ou je sais pas, est-ce que je suis capable de trouver cette information? C'est-à-dire que voilà, on utilise tout un tas de trucs autour des réseaux sociaux,
En fait, on pousse du CO2. À chaque fois qu'on met un like Facebook, c'est quelques grammes de CO2 qui s'éparpillent dans la nature. Mais pas, chez nous ou pas chez nous, ce n'est pas forcément l'idée. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Mais d'un autre côté, cette technologie ne représente que 3% de la consommation mondiale. Quand on regarde le temps qu'on passe aujourd'hui sur des écrans, sur ces technologies, finalement, 3% de la consommation, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Et quel est l'ordre de grandeur qui est associé à ça? Donc, moi, je travaille plutôt dans le domaine de l'énergie. L'énergie, c'est important. Il y a quand même 1,6 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas d'accès à l'énergie. Et moi, on travaille aussi beaucoup pour eux, parce que pour ces gens-là, c'est important. Nous, on est dans un environnement où quand il n'y a pas Facebook, c'est un problème. Mais c'est vraiment ça. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il y avait des réflexions qui étaient la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, le besoin initial dans l'humanité, c'est la nourriture, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la pyramide de Maslow. Mais aujourd'hui, finalement, quand la pyramide de Maslow, chez un certain nombre de nos concitoyens, c'est est-ce que j'ai suffisamment de batterie pour aller jusqu'à la fin de mon film? Et est-ce que j'ai du réseau, est-ce que j'ai du Wi-Fi qui me permettent de rester connecté au monde? Et en fait, on se rend compte que c'est devenu en dessous du niveau 1 de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que si je n'ai pas de Wi-Fi, et si jamais j'arrive dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, j'ai l'impression que je suis perdu. J'ai perdu ma vie digitale. Est-ce que c'est ça la vraie vie, la fausse vie? J'ai perdu mon extimité, parce qu'on parle beaucoup de la confidentialité des données, mais quand je vois tout ce qui se publie sur les réseaux sociaux, moi je ne parle plus d'intimité, je parle d'extimité à ce moment-là, et tout ce qu'on envoie à l'extérieur et qui permet de savoir beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, je suis hyper optimiste. Parce que, voilà, est-ce que je suis optimiste, est-ce que je suis pessimiste? Non, moi je suis très optimiste, parce que j'ai confiance dans l'humain quand même à un moment donné. J'ai observé ce qu'une gamine de 14 ans a fait, alors que toute la communauté scientifique n'a jamais réussi à le faire, moi y compris, nous y compris. Et je veux dire, Greta Thunberg, pour ne pas la nommer, mais elle a fait bouger, à mon avis, plus de lignes, elle toute seule, que la communauté scientifique. Pourtant, son niveau d'instruction sur le domaine scientifique, voilà, on peut en discuter, mais en tout cas, elle a fait énormément de choses. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'il faut sortir de ce monde d'opposition, le monde d'avant, le monde d'après. Et aussi, moi, je vis dans un grand groupe. Alors, on me dit, ouais, les grands groupes, les PME, on a l'impression, quand on est dans un grand groupe, d'être un peu diabolisé. D'être au service des actionnaires du CAC 40, oui, heureusement, mais parce que je fais le plus beau métier du monde, et je prétends que je fais le plus beau métier du monde aujourd'hui, parce que dans l'industrie, on crée de l'argent pour les actionnaires, les clients, les employés. Et je les mets dans cet ordre parce que c'est l'ordre alphabétique. Ce n'est pas l'ordre d'importance, mais c'est pour ça que je fais le plus beau métier du monde, qui nous permet de payer des impôts en France, pour avoir des gens qui vont avoir accès à l'instruction. Et je pense que tout cet environnement, ce n'est pas la technologie et l'humanité, et ce n'est pas l'ordre du choix et de l'opposition. Donc si cette intelligence artificielle devient de l'intelligence augmentée, si on est conscient de ces choix à un moment donné parce qu'on a des ordres de grandeur et des moyens de décider, tout le monde veut avoir le choix et personne ne veut décider finalement à la fin. Je pense que ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes. Et puis une des choses qui est importante aussi pour les jeunes, c'est voilà, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est fun? Parce qu'on a oublié, avec toute cette pandémie, on a oublié aussi le plaisir de la vie. Est-ce que c'est cool, est-ce que c'est fun, est-ce que j'ai des amis? Bon, on peut plus s'embrasser, on peut plus machin, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec des vrais amis, des vraies personnes, pas forcément de manière virtuelle, quoi. Les apéros Zoom, c'était sympa, mais malgré tout, voilà, avec ses copains, c'est quand même mieux. Et je crois beaucoup dans la résilience et notre capacité à évoluer dans cet environnement. Et surtout, je voudrais qu'on oublie, parce que bon, Schopenhauer a écrit un bouquin sur l'art d'avoir toujours raison. Il a décrit 32 capacités et 32 moyens d'avoir toujours raison. Il y en a le 33e qu'il a recommandé de ne jamais utiliser, qui était la mauvaise foi. Et je trouve qu'on l'utilise un peu trop par ce moment-là et qu'on a perdu un petit peu d'historique et de mémoire. Donc voilà, donc c'est un peu, je ne pense pas qu'on soit au moment du choix, je pense qu'on est au moment, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce qu'on a de la neutralité? Je pense qu'il y a tout un tas d'environnements quand l'énergie devient décarbonée, quand la technologie et le digital, parce que c'est une réalité, quand le digital peut prendre des décisions intelligentes, ça c'est bien. Alors quelle est la notion d'intelligence par rapport à une non-intelligence? Et comment est-ce qu'on est capable d'aider les gens à prendre des décisions en ayant des notions d'ordre de grandeur? Et donc on a un petit peu de mesure et on est capable de gérer des choses. Quelle longue digression. Nicolas, j'avais peut-être une question à te poser. Ouais. Alors que tu dis grand groupe et tu as mis le mot actionnaire. Ouais. Entre une technologie mauvaise qui rapporte beaucoup
et une technologie bonne, et je mets à chaque fois entre guillemets pour les deux qui rapportent peu, comment se fait le choix dans un groupe comme Schneider? Est-ce que la question se pose même? Alors, pour nous, la question ne se pose pas tellement parce qu'en fait, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on continue à vivre sur la planète. C'est-à-dire qu'à peu près partout où on déploie nos technos, on fait moins 30% à peu près de consommation énergétique. On a évité, en 2019, 70 000 tonnes de CO2 pour nos clients. 70 000 tonnes, alors c'est pas assez. On a pris des engagements, nous, au niveau de la boîte. En 2030, on sera neutre carbone. En 2040, on sera zéro carbone. Je ne connais pas beaucoup de sociétés qui ont fait ça. Ça veut dire quoi, zéro carbone pour une société? Alors, Neutre carbone, je vois bien, mais zéro carbone, c'est quoi? Zéro carbone, ça veut dire qu'effectivement, alors on parlait des circuits courts. Alors le circuit court, c'est bien, mais c'est mondial. C'est-à-dire que quand on produit un produit pour la Chine, il vaut mieux avoir des usines en Chine. D'accord ? Quand on produit pour la France, pour Schneider, c'est 3% à peu près de notre chiffre d'affaires. On a des usines en France, néanmoins, on en a 21. Si je me rappelle bien, et c'est important d'avoir ces circuits courts parce qu'on a beaucoup moins le bilan carbone est bien meilleur. Donc on a analysé, et ça fait plus de 10 ans, qu'on est parti dans une concentration autour de nos usines pour s'assurer qu'on ait des produits avec toujours la même qualité et avec des bilans carbone qui soient beaucoup plus faibles. Ça veut dire aussi que sur chacun des produits qu'on va fabriquer, on a développé des technologies, enfin pas des technologies, mais des informations, un truc qui s'appelle Check a Product, c'est-à-dire vous avez un produit Schneider entre les mains, vous taguez le truc et vous savez exactement quel est son bilan carbone. Et je ne connais pas beaucoup de boîtes qui soient ouvertes à ce point dans cet environnement. Donc pour nous, ce n'est pas un débat, on a comme ambition de sauver la planète, on veut le faire. On a l'ambition de diminuer la consommation énergétique, on a l'ambition d'amener de l'énergie à tous les gens qui n'en ont pas, donc il y en a 1,6 milliard sur cette planète, c'est important, et de la rendre disponible et de la rendre sécurisée. C'est-à-dire que sécurisée, alors au sens cybersécurité, ok, mais surtout parce que tout le monde a oublié aujourd'hui que quand on appuie sur un interrupteur, la lumière arrive, c'est absolument fabuleux, mais qu'un gamin de 3 ans peut mettre les doigts dans la prise et qu'il est toujours protégé. Donc voilà, donc on n'est pas amené à faire le choix parce que chez nous, c'est vraiment dans nos gènes, quoi. C'est vraiment, et quand vous regardez ce que raconte Jean-Pascal Tricoire, qui a eu le titre de Climate Guardian, d'accord, et il a très bien répondu au sommet de Davos aux journalistes qui lui disaient: est-ce que vous pensez vraiment que les investisseurs vont investir dans les sociétés qui ont comme ambition de sauver la planète et de devenir neutre carbone? Il a retourné la question en disant votre responsabilité, vous faites ce que vous voulez, moi je préfère ça. Et moi je préfère ça aussi. Comment ça se vit au niveau d'un salarié? Comment ça se vit au niveau d'un salarié? On commence par mesurer ce qu'on fait. Donc on a des indicateurs. Quand vous rentrez sur un site Schneider, alors on en a beaucoup rénové parce qu'on s'applique nos propres technos et nos propres objectifs. On essaye de consommer moins d'eau, on essaye d'avoir des cantines qui rejettent beaucoup moins de déchets. Alors là, avec le Covid, ça ne nous a pas beaucoup aidé parce qu'on a planté tous les KPI, parce qu'on a mis des trucs en plastique, individualisés, machin truc, etc. C'est ça. On a tous, dans l'intéressement, la participation et dans les incentives, une part non négligeable sur l'impact et ce qu'on appelle le Planet and Society Barometer. Et ça, c'est vraiment pas du pipeau, c'est tangible. Auparavant, les dirigeants avaient peut-être des Audi ou des grosses berlines allemandes avec des moteurs qui consommaient. Aujourd'hui, c'est terminé. On est tous passés au moins en hybride, si ce n'est en électrique. Et ça se vit au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a remplacé pratiquement tous les PC tours par des PC portables parce que la consommation énergétique est moindre. On fait attention à la consommation énergétique de nos bâtiments. Enfin, tout ce qu'on déploie chez nos clients, on se l'applique à nous et on se l'applique à nous en premier. Donc voilà ce qu'on vit au jour le jour. Ça ne veut pas dire qu'il fasse froid l'été dans nos bureaux et qu'il fasse chaud l'hiver. Ça veut juste dire que c'est une organisation du travail qui est un peu différente, effectivement, parce qu'on a des environnements de travail qui sont très digitaux, dans lesquels on fait très attention aussi à la personne, parce que c'est l'humain. Et encore une fois, moi j'ai été élevé à la notion de si vous pensez que quelque chose est plus important que l'humain, et que les salariés dans une entreprise, il faut que vous pensiez encore. Et je pense que c'est exactement ce qu'on s'est appliqué chez Schneider, et je trouve qu'il y a une très bonne considération par rapport à ce qui se passe. Et l'humain est vraiment pris en compte, même si on est une entreprise globale, et que mon chef est à Hong Kong, un autre est à Boston, etc. Et néanmoins, le truc marche à peu près correctement. Et c'est vraiment cette notion qui est vraiment dans les gènes de la boîte, quoi. Ça, j'ai vraiment du mal à expliquer. Alors si je conclus si j'essaye de résumer ce que tu dis, dans le choix technologie et humain, Schneider a fait le choix de l'humain fait le choix de l'humanité avant la technologie.
Absolument, on a fait le choix de l'humanité avant le choix de la technologie, et c'est ce qu'on fait dans la partie qui s'appelle chez nous Access to Energy. C'est des produits sur lesquels on fait zéro marge, parce qu'on pense pour que 1,6 milliard de personnes, ça change quelque chose. Et donc, quelque part, bah oui, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ça, il y a peut-être des gens, des actionnaires de Schneider qui n'aiment pas ça, mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Et finalement, je préfère être dans une société qui est comme celle-là, plutôt que dans une société qui aujourd'hui est peut-être tombée dans le science sans conscience n'est que péril de l'âme, et qui est peut-être dans le péril de l'âme. Je pense qu'il y a vraiment une âme à l'intérieur, malgré le fait que ce soit un grand groupe, et je me réjouis effectivement de notre impact positif et de notre volonté, et c'est pas seulement des paroles, c'est des actes, c'est pas du greenwashing, on est capable de le mesurer tous les ans, et sans mesure, de toute façon, on ne sait pas où on va. Merci. Donc l'électricité que vous distribuez, vous la menez dans les maisons et dans les villes. Ça me permet de faire la transition avec Vincent, que l'on m'a présenté lorsqu'on a préparé la conférence comme un architecte visionnaire. Alors je me demandais ce que c'était qu'un architecte visionnaire. Lorsqu'on a discuté, je crois que j'ai un peu compris sur une approche assez différente de ce qu'est la maison, la ville du futur. Et je vais découvrir avec vous cette conférence, enfin cette présentation, parce que j'ai vu quelques photos, et là aussi c'est assez étonnant. Voilà, heure des choix dans l'architecture, une autre technologie. Vincent, tu as le... Merci André pour cette introduction. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on essaye de construire en tant que visionnaire aujourd'hui. Croire au monde, c'est ce qui nous manque le plus. Nous avons tout à fait perdu le monde, on nous en a dépossédé. Cette citation du philosophe Gilles Deleuze synthétise selon moi très bien le carrefour de crise dans lequel nous avons enfermé aujourd'hui les millennials. En effet, à l'image de Greta Thunberg, la nouvelle génération née aujourd'hui après l'an 2000 est prise en étau entre, d'une part, le déni des derniers climato-sceptiques, qui, hélas pour nous, sont les plus grands dirigeants de ce monde, et d'autre part, le cri d'alarme des collapsologues, qui nous annoncent l'effondrement de notre civilisation, rien que ça, car elle semble complètement incapable de se réinventer pour assurer la fameuse transition écologique dont on parle tant, mais dont on a du mal à voir les effets directs. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont mal à l'aise parce qu'ils se disent « Tiens, je suis un homo sapiens, je me suis autoproclamé l'espèce la plus intelligente de cette petite planète bleue. Et pourtant, malgré ma super intelligence par rapport aux autres espèces, je suis la seule à ingérer le CO2 que j'émets dans l'atmosphère et à manger mes propres déchets plastiques. » Loin de ce constat anxiogène, je veux aujourd'hui aborder avec vous le thème des villes fertiles. Ces villes résilientes qui vont être capables de tisser la juste symbiose entre la technologie, l'humanité et les écosystèmes, la biodiversité. Il y a 15 ans, en 2005, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Archibiotique ». Ce néologisme regroupe, selon moi, 3 vecteurs de création urbaine contemporaine. L'architecture, le biomimétisme et les technologies de l'information et de la communication. Le but est de venir fusionner le meilleur de l'ingénierie développée dans la nature depuis 3,8 milliards d'années et le meilleur de ce que l'humanité a inventé depuis à peine 50 ans concernant les technologies de l'information et la communication et l'intelligence artificielle. Je m'appelle Vincent Calbeau, je suis né en 1977. À l'époque, nous étions 4,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Quand j'aurai 73 ans, en 2050, la population mondiale aura plus que doublé pour atteindre 9 milliards avant d'arriver au pic des 12 milliards annoncés pour 2100. La question qui nous est posée aujourd'hui en tant qu'architectes, c'est de construire des villes qui pourront accueillir 70% de la population mondiale dans 30 ans. Villes qui, dès aujourd'hui, hélas, émettent 80% des émissions de gaz à effet de serre. Comment construire mieux, avec moins de moyens, en émettant moins de pollution, alors que la population a doublé sur le temps de ma simple petite vie? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre dans mon agence. Pour cela, nous développons donc des archibiotiques.
ces architectures qui mixent biomimétisme et technologie de l'information et de la communication. Pourquoi ? Car elles s'inspirent de la nature. Car, à l'image d'un écosystème mature comme la forêt amazonienne, eh bien, la nature n'émet aucune pollution et utilise simplement la photosynthèse comme seule source d'énergie. Tout cela avec un haut degré d'ingénierie complètement invisible. Quelques exemples d'archibiotiques. Tout d'abord, le projet Lilipad, un nénuphar géant qui a été pensé avec l'Université de Singapour spécialisée en structures navales de grande échelle pour venir abriter les 250 millions de réfugiés climatiques qui vont apparaître d'ici les 30 prochaines années, suite à l'augmentation de la température du globe et à l'augmentation du niveau des océans. Ce projet, il affirme qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de détruire la biodiversité en construisant des villes sur pieux ou en construisant des villes sous-marines sur polders, comme le font par exemple les Pays-Bas ou les Émirats arabes unis. Il faut arrêter de construire contre la nature pour s'en protéger. Il faut construire avec la nature pour rentrer en symbiose avec elle. Et donc, par exemple, imaginer ces villes flottantes qui seraient imprimées en 3D à partir d'un nouveau matériau qui s'appelle l'algoplaste. L'algoplaste, c'est un matériau qui transforme les contraintes en opportunités. Il est constitué à 50% d'algues vertes qui provient de la pollution intensive de l'agriculture du XXe siècle, que l'on retrouve dans les océans, et de ce 7e continent de plastique que l'on retrouve dans les 5 gyres océaniques. À partir de ces déchets, nous voulons les transformer en ressources pour créer de nouveaux matériaux de construction intelligents, à l'aide notamment du BIM, du Building Information Modeling et de la robotique. Un autre exemple à Port-au-Prince, à Haïti. Ici, nous avons imaginé pour la municipalité de construire un village suite au tremblement de terre qu'avait subi la ville en 2010. Ce village, il a la spécificité d'être construit à partir d'un module unique, une pièce de Lego qui intègre 2 appartements. Il est répété 500 fois dans l'espace pour faire en sorte qu'à partir d'un module préfabriqué, standardisé, usiné, on puisse construire un village pour ceux qui ont subi ce type de tremblement de terre. Ici, par exemple, pour Shanghai, nous avons étudié la possibilité de réinventer le Zeppelin du futur. Aujourd'hui, on ne voyage plus, il n'y a plus d'avion. Et on recherche aujourd'hui l'avion du futur qui serait zéro émetteur de carbone. Ici, par exemple, on venait trier tous les déchets que l'on retrouve dans nos océans pour venir les digérer en milieu anaérobie grâce à des fermes flottantes. Ces fermes flottantes, elles contiendraient des bioréacteurs d'algues vertes qui produiraient un biohydrogène capable notamment de transporter nos marchandises à vitesse lente dans le ciel sans émettre un seul gramme de carbone. Un 4e exemple d'archibiotique, peut-être le plus connu, c'est notre projet Dragonfly. Le projet Dragonfly, c'est une ferme verticale qui met en pratique le concept développé par Dickson Despommiers, professeur en nanotechnologie au MIT. Le concept, c'est dans un bâtiment mixte de logements et de bureaux, inspiré d'une aile de libellule, de venir étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers suspendus dans le ciel de Big Apple. Le but est de ramener les lieux de production alimentaire directement là où on les consomme, pour produire, suivant les saisons, grâce à la permaculture et à l'aquaponie, une agriculture saine, biologique, qui réduit à la base de 90% son recours en eau. Ici, le 5e archibiotique qui est un pont agricole que nous avons remporté pour la reconstruction de Mossoul, en Irak. Presque tous les concurrents, lors du concours international, avaient proposé de reconstruire la ville de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons proposé l'inverse, de reconstruire d'abord le centre historique, autour de la mosquée, à partir des gravats qui étaient récupérés et recyclés par des drones. Ces drones amèneraient ainsi le ciment recyclé directement sur le chantier, qui serait imprimé par des araignées 3D que l'on voit directement sur le sommet de ce pont. Le but, c'était ici de s'inspirer de la civilisation irakienne avec cette architecture faite en moukarnas, c'est-à-dire en modules préfabriqués, imprimés sur place, qui viendrait accueillir l'agriculture nécessaire à faire revivre le centre-ville.
Alors, je vous rassure, je ne me prends pas pour James Cameron. Je ne suis pas en train de préparer le prochain épisode d'Avatar. Ces architectures, elles prônent un unique concept, celui de passer de l'économie linéaire, qui produit, qui consomme, qui génère des déchets et de la dette, vers une économie circulaire, c'est-à-dire une économie systémique qui fasse en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé et recyclable en boucle vertueuse. Cette économie circulaire, elle est basée uniquement sur les énergies renouvelables et sur l'explosion de l'intelligence artificielle pour finalement baisser nos consommations, réduire nos besoins et donc inventer ces fameuses villes fertiles résilientes. Un exemple concret d'application, ici avec le projet Taozu Yinyuan. C'est une tour de 50 000 m² que nous avons remportée il y a 10 ans, qui est livrée aujourd'hui, qui a la spécificité d'être antisismique et d'être recouvert de plus de 25 000 plantes, arbustes et arbres. Cette tour exprime parfaitement notre leitmotiv, qui est de s'inspirer du biomimétisme, de transformer les villes en écosystèmes, les quartiers en forêts et les bâtiments en arbres habités, capables de générer leur propre énergie et de recycler sur site leurs propres déchets pour viser des villes neutres en pollution. Les premières maquettes présentaient donc ce projet densément végétalisé, dont la géométrie a été pensée justement pour intégrer de l'agriculture urbaine à chaque étage et pour inventer finalement une nouvelle typologie d'habitat. Non pas une maison 4 façades avec jardin privatif à la campagne, qui fait que vous vous retrouvez à 1 heure ou 2 de votre lieu de travail, et pas non plus un appartement sans balcon en plein cœur de la ville, mais auprès des services. Ici, c'est un concept de Sky Villa, avec des appartements flexibles qui sont entourés de leur propre jardin et de leur propre potager. Ici, vous voyez la maquette finale. Moi, j'ai l'air un peu rigide à côté de cette tour plutôt féminine qui swing. Cette tour, elle a reçu la certification LEED Gold+, et la certification de diamant en termes de bâtiments carbo-absorbants. Car nous avons, en utilisant une structure uniquement faite d'acier sans 1 gramme de béton, économisé 50% du carbone intrinsèque lors de la construction de la tour. Nous avons, grâce à l'intégration des systèmes Internet, réduit la consommation pour aider chaque habitant à l'optimiser. Et grâce aux 25 000 plantes, arbustes et arbres, nous absorbons 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère grâce à cette végétalisation qui transforme la tour en forêt verticale. Cette tour, elle intègre d'abord du bon sens, car notre but, c'est de se passer au maximum de technologie et de n'utiliser celle-ci que pour pallier à nos manquements. Se passer de la technologie, c'est par exemple faire en sorte que toutes les cages d'escalier, toutes les cages d'ascenseur, toutes les circulations verticales, tous les paliers entre les appartements, tous les étages du parking soient naturellement éclairés et naturellement ventilés. Imaginez par exemple cette salle de conférence où derrière moi, plutôt que d'avoir un mur aveugle, vous auriez une belle baie vitrée sur le fleuve avec une ventilation naturelle et un éclairage naturel. Plus besoin de spots, plus besoin de climatisation mécanique. Vous réduisez intrinsèquement de 70% le recours aux énergies et vous ne devez plus produire que 30%. C'est ce qu'on a fait avec cette tour, en intégrant les énergies renouvelables de pointe, avec 3500 m² de cellules photovoltaïques, du verre triple vitrage augmentant l'inertie du bâtiment, des lagunes de phytoépuration qui viennent récupérer les eaux grises qui proviennent par exemple de votre douche ou de votre lave-vaisselle, où on récupère cette eau, on la recycle, on enlève les éléments gras, mais on garde les éléments nutritifs organiques pour venir nourrir les 25 000 plantes qui poussent sur cette tour. Cette tour, elle est antisismique, et donc nous avons intégré beaucoup de technologies, suite notamment au tremblement de terre de Fukushima, pour faire en sorte que quand la terre bouge, la tour reste fixe. En bas, à gauche de l'image, vous voyez un système de roulement à billes. Eh bien, en fait, on a tout simplement mis cette tour sur un skateboard géant. Pour faire simple, imaginez que la télécommande représente la tour et que ma main gauche représente la ville de Taipei, à Taïwan. Quand la Terre bouge, dans toutes les directions, à 360 degrés pour encaisser un tremblement de terre, la tour reste fixe, étant donné que sous chaque point porteur, il y a un système de roulement à billes. Par définition, cette tour est sustainable, elle est durable, étant donné qu'elle est capable de s'acclimater au mouvement de la nature. Le concept structurel, ici. Tous les bâtiments, toutes les tours qui sont aujourd'hui en chantier à Lyon ont toujours un noyau central au milieu du plateau. Ce noyau central fait que toutes les cages d'escalier d'ascenseurs sont dans le noir.
Et ces tours sont construites souvent en béton. Ici, cette tour en acier performant, elle vient un peu se constituer comme un skieur. Au milieu, en haut, sur l'image, vous avez le tronc qui représente le corps du skieur, avec ses portes qui tournent de 4,5 degrés d'étage en étage. Au sommet, le skieur tend ses bras et il vient s'équilibrer sur ces 2 bâtons de ski qui ici sont représentés par des colonnes spiralées. Entre les deux, vous avez des poutres Virendale qui permettent d'avoir des appartements sans murs, sans gaines, sans colonnes, sans aucun point porteur. Le but de faire cela, de se passer de technologie, de se passer de matière, est de diminuer l'empreinte carbone et de faire en sorte que, par l'intelligence du plan, le bâtiment soit durable. À partir du moment où vous avez un appartement sans aucune contrainte structurelle, aucune contrainte technique, qui est préinnervé avec un système nerveux qui vous apporte votre eau et tous les réseaux intelligents nécessaires, vous pouvez donc réorganiser sans faire de travaux votre appartement en fonction de l'évolution de la cellule familiale. C'est le cas ici, par exemple, dans ce pays où les maisons de retraite n'existent presque pas et où 2, 3, même parfois 4 générations d'une même famille vivent dans le même appartement. Nous avons donc fait des planchers généralisés, un peu comme cette estrade, qui est préinnervée par les réseaux, qui vous permet d'avoir des salles de bain ou des cuisines à roulettes que vous venez plugger n'importe où dans votre appartement. Vous pouvez donc changer la configuration de votre habitat sans faire de travaux. Ici, les images du chantier il y a quelques années, avec ce cratère qui est venu intégrer les fondations antisismiques, et toute cette charpente qui a été préfabriquée, standardisée en usine, pour gagner sur la vitesse de chantier. 3 mois après, 6 mois après, où toute la charpente a été établie. Ici, vous voyez au niveau 15F, je vous invite à poser votre regard à ce niveau. Vous voyez qu'entre le noyau central circulaire et la colonne spiralée à l'extrémité, vous avez 35 mètres sans contrainte. Faire en sorte de ne plus avoir de contraintes dans nos espaces est pour nous donc synonyme de cette hyper-durabilité. Ce qui est sympa avec cette tour, c'est qu'elle présente des façades complètement différentes. Par exemple, sur votre gauche, vous avez une tour qui tient sur sa pointe, alors que sur la droite, vous avez une tour avec un profil elliptique. Ici, vous avez à droite une tour rhomboïdale. Et sur la gauche, vous voyez le détail du noyau central qui vient intégrer les circulations verticales. En fait, plutôt que d'intégrer la technologie, ce noyau vient intégrer une technique que l'on retrouve dans les temples des pharaons, qui a été mise en place il y a plus de 3000 ans. Ce sont des cheminées à vent, qu'on appelle les malkaf en Égypte. Le principe, c'est de prendre l'air chaud à l'extérieur, à 40 degrés, de le faire passer sous les fondations, là où l'inertie de la Terre est constante toute l'année à 18 degrés. Cet air chaud de 40 degrés diminue donc de 10 degrés au contact de la Terre. Et on réinsuffle dans les appartements une température de 30 degrés au lieu de 40. Ça veut dire que la climatisation mécanique rafraîchit seulement de 30 à 26 degrés, d'où l'économie structurelle de 70% d'énergie. Le reste étant produit par l'intégration des énergies renouvelables. On a donc ici un bâtiment à énergie positive. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la réalité. Ça, ce sont les photos d'il y a 1 mois, où la végétation est en train aujourd'hui de s'acclimater sur chaque étage et où, finalement, en temps de Covid, chaque habitant au cœur de la ville peut bénéficier d'un jardin et d'un potager suspendus dans le ciel de Taïwan. Ici, une dernière vue du projet avec cette pergola photovoltaïque qui est intégrée à un système domotique pour permettre à chaque propriétaire d'optimiser sa consommation d'énergie qu'il voit évoluer en temps réel. Alors on se dit, ça c'est bien beau, ce type de projets qui se font au bout du monde, dans les Silicon Valley du sud-est asiatique. Et si nos villes devenaient finalement des forêts amazoniennes, c'est-à-dire une succession de bâtiments produisant leur propre énergie et recyclant leurs propres déchets grâce à une smart grid, c'est-à-dire un Facebook intelligent de l'énergie qui permet à chaque bâtiment de s'échanger en temps réel les calories, les frigories, l'alimentation, l'électricité qu'ils produisent. On a eu la chance, depuis 2015, de développer le plan Paris Smart City 2050, qui est le plan qui propose, qui a pour ambition de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre à Paris d'ici 2030 et de faire de la capitale une ville neutre en carbone, fonctionnant à 100% sur les énergies renouvelables d'ici 2050. Je vous invite à visiter ce projet où je vais vous servir de guide.
Donc, on va commencer par Notre-Dame. Nous voici sur les tours de Notre-Dame, accompagnés par les chimères et les gargouilles chères à Victor Hugo. Vous pouvez contempler ce Paris et ce quartier latin. Ce n'est plus un Paris gris, ce n'est plus un Paris minéral, ce n'est plus un Paris qui est basé sur l'artificialisation des sols et leur imperméabilisation. C'est un Paris végétal, un Paris transpirant, un Paris qui intègre les énergies renouvelables et toutes les règles d'agriculture urbaine dont on a parlé juste avant. Ce Paris, on va le découvrir maintenant en longeant la Seine pour rejoindre le jardin des Tuileries. Ici, le long de la rue de Rivoli, vous voyez non pas simplement une architecture haussmannienne, mais bien des greffes contemporaines qui font en sorte de produire l'énergie dont les bâtiments historiques ont besoin. C'est ce qu'on a appelé, avec nos ingénieurs de CETEC Bâtiment, la solidarité énergétique. Faire qu'aujourd'hui, la robotisation, l'intelligence artificielle, Internet, permettent justement à ces bâtiments d'échanger ce qu'ils produisent en temps réel. Et donc de faire en sorte de laisser la nouvelle génération créer finalement ce patrimoine intelligent de demain avec toutes les innovations faites aujourd'hui par la nature et par les hommes. On voit ici des grands boucliers photovoltaïques qui se dressent d'est en ouest en suivant la course du soleil le long du jardin des Tuileries. Et au centre, vous avez des cascades hydrodynamiques qui fonctionnent entre deux bassins de rétention d'eau pluviale, un au sommet de la tour et l'autre à la base de la tour, permettant de stocker l'énergie de jour comme de nuit. Un peu plus loin, le défi proposé par la mairie de Paris était de transformer le boulevard périphérique en Ponte Vecchio du futur. C'est-à-dire, plutôt que de considérer un pont comme un point de passage de A à B, d'une rive à l'autre, pourquoi ne pas considérer que ce pont puisse être un continuum urbain fonctionnel, avec par exemple une tour de bureau et une tour de logement, qui viennent transformer ce boulevard périphérique en un parc urbain, à l'image de la High Line à New York, par exemple. Le fait d'avoir deux tours jumelles de bureaux et de logements permet par exemple qu'en plein hiver, on chauffe l'immeuble de bureaux et à partir de 18h, grâce à une ventilation double flux, on récupère cette chaleur pour l'insuffler dans l'immeuble de logement. Du coup, sans technologie, sans énergie renouvelable, sans un seul kilowattheure, vous diminuez de 50% la consommation globale du bâtiment à usage mixte. Ici, la spécificité, et c'est un peu la spécificité de chaque prototype que nous avons développé, est d'utiliser l'énergie dans les mouvements générés autour des bâtiments. Ici, par exemple, nous avons intégré des roues à eau contemporaines dans les piles du pont pour faire en sorte de transformer l'énergie cinétique de la Seine en électricité. Nous avons aussi perforé les tours dans l'axe des vents dominants pour y intégrer des éoliennes multipales et accentuer l'effet Venturi autour de ces villages verticaux. Finalement, l'innovation, c'est aussi s'inspirer du Moyen-Âge, avec tous ces ponts, à l'image de Chenonceau, ou des ponts habités qui entouraient autrefois l'île de la Cité, comme on le voit sur les peintures de Ragueneau, à gauche de l'image. Un peu plus loin, nous voici devant le Sénat, au jardin de Luxembourg. Nous voulions répondre à l'aspiration des pariculteurs, qui veulent cultiver la ville, créer des bâtiments comestibles. Des bâtiments sur lesquels on pourrait faire pousser non pas un Central Park cosmétique, mais bien une agriculture urbaine, maraîchère, où les déchets non organiques des plantes seraient recyclés grâce à une centrale de biométhanisation pour transformer ces déchets en ressources et rendre la tour Montparnasse sobre en énergie. Ici, un peu plus loin, par exemple, dans toutes les tours du 13e arrondissement, qui sont des tours des années 60, nous avons voulu étendre les espaces privés des appartements vers l'extérieur, en venant plugger des balcons potagers et en faisant en sorte que les surcharges de ces balcons descendent au sol grâce à des résilles en bambou tressé. Ici, nous sommes le long de la Petite Ceinture, qui aujourd'hui est un terrain vague abandonné dans la ville de Paris, que l'on voudrait progressivement réouvrir, pour transformer notamment les tunnels que l'on voit ici en point de fuite, en supermarché, en marché couvert, en salle de sport, grâce à des tours qui permettent notamment de les ventiler. Ici, nous voyons les HBM, les habitats bon marché, ancêtres des HLM, où nous proposons de l'habitat pour les étudiants, alvéolaires, sous forme d'une cellule de 12 mètres carrés, qui viendrait organiser des ruches en nid d'abeilles qui seraient flexibles, mutables dans le temps, à partir de ce module préfabriqué. Ici, le concept du Dragonfly est rapporté à Paris, où nous avons calculé avec des ingénieurs agronomes intégrés dans notre équipe que nous pourrions produire 35% de l'alimentation biologique au cœur de la ville, distribuée directement au circuit court pour les Parisiens.
Ici, nous arrivons à la fin du voyage. Tout à l'heure, nous avons transformé l'eau de la Seine en électricité. Ici, à la gare du Nord, sachez que la gare du Nord est l'une des plus grandes gares mondiales en termes de trafic, avec 750 000 visiteurs par jour. Nous avons proposé de tapisser les 32 quais de la gare grâce à des dalles piézoélectriques, c'est-à-dire des dalles qui transforment le mouvement de vos pas en énergie grâce à la sustentation magnétique. Également, nous nous sommes inspirés du travail de l'EPFL à Lausanne, avec des façades à pigments végétaux qui produisent de l'électricité, notamment en façade nord. Ainsi, nous avons proposé un quartier inspiré d'une mangrove où les architectures en palétuvier viennent s'enraciner dans les espaces interstitiels des rails et des quais. Pour finir, ce que je veux prouver aujourd'hui, c'est qu'en alliant l'intelligence de la nature et l'intelligence de l'homme, finalement, en répondant à notre aspiration post-Covid, qui est d'être toujours connecté aux écosystèmes, mais en même temps pouvoir bénéficier des technologies Internet, c'est de dire qu'on peut construire des bâtiments autosuffisants ou à énergie positive, engendrant ces concepts de solidarité énergétique et en faisant en sorte d'économiser le territoire pour les générations futures suite à l'explosion démographique. Finalement, créer des villes fertiles, c'est se servir des écosystèmes, limiter les extractions sur notre petite planète bleue et faire en sorte de partager notre intelligence collective. Pour ça, il faut rêver loin, pour faire en sorte, aujourd'hui, de faire en sorte que ces utopies soient concrétisables. Je vous laisse donc sur la belle citation d'Eleanor Roosevelt qui disait « Si bien, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. » Je vous remercie. On termine par une belle envolée verte. Je ne sais pas si on peut allumer un peu la salle pour voir s'il y a des questions. Monsieur Michel Puech, peut-être revenir aussi sur scène. Alors, si j'ai bien compris, je crois qu'il y a des micros à mi-hauteur. Est-ce que vous êtes rassasié? Est-ce que vous avez fait votre choix entre humanité et technologie? Je vais peut-être poser la question à Michel. Avec ce que vous avez entendu, est-ce que ça vous conforte dans ce qui a été dit et ce que vous avez raconté? Est-ce qu'au contraire, ça vous questionne différemment? Les deux. La base est évidente, c'est-à-dire qu'on comprend tous qu'on est en réalité à l'heure de choix, et si j'ai bien compris, le choix n'est pas du tout entre, on est d'accord pour dire que le choix n'est pas entre technologie et humanité, mais comment on fait coévoluer les deux de manière belle, intelligente, et en réalité toujours plus technologique. Il n'y a pas de... ça ne m'étonne pas, mais par rapport au paysage global que je vois de plus loin, peut-être que vous, il n'y a pas tellement de low-tech, en fait. Même le bambou, c'est du bambou high-tech. Et là, parmi les choix qui sont des choix réalistes, peut-être par rapport... vous avez évoqué un peu les mouvements Greta Thunberg, etc. Est-ce que notre problématique, c'est faire mieux en faisant plus technologique ou faire mieux en faisant moins technologique avec des low-tech? Ça, peut-être, ça reste à ouvrir comme débat. Vincent, le principe que vous avez abordé au départ, c'est de dire 80% de l'humanité va se retrouver dans des villes. Oui. Et si les gens ne revenaient pas dans les villes, comme on peut le voir aujourd'hui, en fait, vous envisagez un futur. Est-ce que pour vous, c'est celui-là qui va arriver ou est-ce que c'est un futur, au contraire, les gens désertent les villes pour s'approprier les territoires? Donc c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, tous les statisticiens se sont mis d'accord pour dire que 70% de la population mondiale vivra dans les villes. Ça provient essentiellement du phénomène urbain de l'étalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours étalé les villes et on a toujours rogné sur la campagne, sur l'agriculture. Aujourd'hui, en tant qu'urbaniste, depuis maintenant 20 ans, on essaye de faire le contraire. On essaye de densifier les villes. On essaye de rapprocher le lieu de vie privé par rapport au lieu professionnel pour passer le moins de temps en mobilité.
Et par contre, c'est vrai qu'on a vu, notamment avec la crise sanitaire qu'on a subie, que peut-être qu'il y aura un mouvement inverse qui va se mettre en marche et que tout le monde, donc on en parle beaucoup, veut quitter les villes pour aller vivre à la campagne. Et on se dit, ben oui, c'est logique, parce que justement, toute l'explosion aujourd'hui d'Internet permet aisément le télétravail. Et je pense que ça a bien fonctionné dans chacune de nos entreprises. Et donc, peut-être que justement, après, moi je fais vraiment partie de la génération où on a quitté les campagnes, on a quitté les petits villages de nos parents et nos grands-parents, on avait cette aspiration à vivre en ville, près de la culture, près des services. Peut-être que ce phénomène va s'inverser, étant donné que maintenant la culture passe beaucoup également au numérique. Nous, on a par exemple un projet en Chine qui s'appelle le Verger des saveurs, où justement dans une ville de 28 millions d'habitants comme Kunming, on a des promoteurs qui nous demandent d'étudier le futur de la campagne. Et donc le futur de la campagne, ce serait quoi? Ce serait peut-être des habitations partagées qui ne seraient pas clôturées avec jardin privatif, mais peut-être des villages sans voiture, dédiés uniquement à la mobilité douce, où chacun mettrait un peu la main à la terre pour venir se réapproprier les techniques de permaculture, c'est-à-dire le fait de venir mixer les céréales, la culture maraîchère et les arbres fruitiers sur des mêmes parcelles pour se passer de produits phytosanitaires. Et donc, étant donné qu'on passera moins de temps à se déplacer, on passera peut-être un peu plus de temps à se réapproprier son alimentation. Donc, on réfléchit également sur ces hypothèses. Nicolas, ça t'inspire quoi tout ça? Des innovations en tête? Des innovations en tête, alors il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Bon, effectivement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. 2, des circuits courts avec des écosystèmes qui sont aujourd'hui, plus on transporte l'énergie, plus on en perd. Et cette notion d'écosystème et d'écosystème partagé, sur lequel aujourd'hui, ce n'est pas une problématique de technologie, c'est une problématique de volonté et c'est une problématique d'ouverture d'esprit à un moment donné, sur lequel on a beaucoup travaillé sur la propriété. Et je pense que les jeunes générations sont beaucoup dans tout comme un service. Aujourd'hui, je suis ici, demain, je serai là-bas. Avant, j'achetais ma voiture, maintenant, je la loue. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent des services, en fait. Et en fait, il y a un enabler global qui est vraiment technologique, mais qui est aussi la façon de penser. Mais encore une fois, l'humain est au centre. Donc, il faut que l'humain décide à un moment donné. La technologie ne décidera pas pour l'humain. Merci. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nos 2 représentantes politiques sont restées dans la salle parce qu'elles sont aussi de la société civile, Emeline et Juliette. Donc j'espère que ce débat de la matinée vous aura intéressé, vous aura donné des idées pour vos actions pour la cité, avec un grand C. Pour Juliette, j'avais juste un petit message par rapport à Andra, puisqu'on en a parlé juste avant. Andra est responsable au niveau mondial d'une opération qu'on essaye de mener qui s'appelle Women in Robotics, pour repérer effectivement toutes ces femmes qui se dépensent pour développer la robotique. Et nous en avons quelques très bels exemples sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'espère que cette première grande conférence du premier salon qui a redémarré en France vous aura intéressé. Prenez soin de vous, conservez les masques, prenez soin des gens qui sont autour de vous. Je crois qu'on a tous besoin d'être excessivement responsables, à la fois sur l'aspect santé, mais aussi pour redémarrer une économie qui en a bien besoin. Dans cet aspect de technologie et d'humanité, les 2 sont excessivement liés. Et j'espère que grâce aux organisateurs du CIDO, nous aurons eu cette petite étincelle pour redémarrer ce monde d'après avec d'autres idées. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon appétit sous le splendide soleil de la région lyonnaise. Merci à tous.